À tous et merci de nous rejoindre pour discuter de la manière de déconstruire les stéréotypes et de lutter contre la stigmatisation en utilisant les méthodes du marketing social. Donc ce nouveau webinaire de l'Institut du marketing social accueille donc normalement Marie-Laure Perret, professeure, et Marie-Claire Willem, maîtresse de conférence, toutes les deux en marketing à l'Université de Grenoble, pour nous parler de leurs travaux sur la schizophrénie, notamment l'influence que peut avoir la structure des messages et la crédibilité perçue de l'émetteur sur l'impact d'un message. Il s'agit d'un travail qui a été présenté lors de la première journée scientifique de l'Institut du marketing social. Cette journée a eu lieu le 7 février dernier à Paris. Elle était en partenariat avec le groupe d'intérêt thématique de l'Association française de marketing et traitait la thématique de la transformation durable des comportements. Donc, a priori, nous devrions en faire une nouvelle en 2026 et pour ceux que ça intéresse, nous vous tiendrons bien sûr au courant. Donc, je laisse la parole à Marie-Claire. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous et merci à l'Institut du marketing social de nous proposer de faire cette présentation sur une de nos recherches. Alors, Marie-Laure Gavard-Perret s'excuse, enfin, on prie de l'excuser. Elle est à Montréal, elle y est allée pour l'AMS et elle a présenté d'ailleurs notre recherche là-bas. Elle espérait pouvoir faire la présentation avec nous, mais il est 7 heures du matin et elle n'a pas de Wi-Fi dans son logement, donc il faudrait qu'elle aille dans un web café ou je ne sais quoi à 7 heures du matin, c'est un peu compliqué. Voilà, donc du coup, je vais faire la présentation pour nous deux. Je vais vous partager les slides. Je vais mettre en mode présentation si ça fonctionne. Hop. Alors, on avait fait un test son qui ne marche pas, mais tant pis. Voilà, normalement, vous voyez la page de titre. Merci. Absolument. Parfait. Donc, comme l'a très bien dit Sylvie, on va vous parler de cette recherche où, en fait, au départ, c'est par une psychologue chercheuse, nous a mis en relation avec une association qui œuvre beaucoup pour aider les personnes atteintes par la schizophrénie, qui s'appelle aujourd'hui Positive Minders, dont le siège est en Suisse. Et Tu vas suivre, hein. Non. bonjour Pascal, on vous Alors, Pascal, entend. on t'entend. Non, mais non. Pascal, Pas pour nous, hein. Peut-être qu'on peut lui enlever le son. oui, je vais Oui, essayer de. je suis là. Bonjour. Mais on Oui. t'entend, Pascal, en même temps. Donc, ouais, cette association qui s'appelle Positive Minders travaille donc pour Voilà. aider les personnes atteintes par la ou les schizophrénies. Et dans ce cadre, Hein. nous a demandé notre aide pour travailler des messages de déstigmatisation de la schizophrénie. Donc, on a commencé à travailler et il y a plusieurs autres recherches qu'on ne vous présente pas là, notamment parce qu'elles ont été faites avec des étudiants et donc avec des petits échantillons. Donc, il faudrait les redoubler maintenant pour valider un peu mieux les résultats trouvés. Mais donc, celle qu'on vous présente, c'est une recherche sur laquelle on a voulu travailler la structure du message et notamment par rapport à une littérature sur la structure de déstigmatisation des messages et son efficacité et la source du message. Et ça, notamment, ça intervient en parallèle avec tout ce qui se fait aujourd'hui sur les influenceurs comme source crédible ou non de messages. Donc, quelques chiffres pour comprendre l'importance du sujet. Au moins 26 millions de personnes vivent avec la schizophrénie dans le monde et 2 fois plus en sont indirectement affectées, notamment tous les proches. Il faut savoir que chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, mais dans mon entourage, je connais quelqu'un. Donc, on voit qu'en fait, ça touche quand même vraiment énormément de personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie souvent se déclenche, alors un peu plus chez les hommes et souvent chez des hommes assez jeunes hein, et chez des personnes assez jeunes. Donc elles sont adolescentes ou elles abordent la vingtaine. Et le problème, c'est que
il y a énormément de stigmatisation sur cette maladie. On la connaît, cette maladie, par des films et des livres qui ont poussé le curseur à l'extrême sur des formes qui peuvent exister, hein, mais qui sont quand même très extrêmes, de dédoublement de personnalité, de personnes potentiellement dangereuses pour les autres, alors qu'elles le sont souvent bien plus pour elles. Ce qui fait que les personnes qui vont se trouver avec certains troubles vont avoir potentiellement honte d'aller se faire diagnostiquer. Or, le retard de diagnostic et d'acceptation, à cause de ces stéréotypes inexacts, enclenche des retards dans le traitement et la prise en charge de la maladie. Et pourtant, c'est une prise en charge précoce et la mise en place d'un traitement rapide et précoce qui peut faire que les personnes vont avoir plus de chances de rémission, vont pouvoir plus vite s'intégrer dans la vie normale, active, dans le travail, dans la société. Et donc, en fait, on voit vraiment que si on arrive à déstigmatiser, à enlever les stéréotypes de cette maladie, on pourrait peut-être avoir une meilleure prise en charge parce que plus précoce et mieux prendre en charge ces malades pour qu'ils soient mieux insérés dans la société, qu'ils aient une plus grande chance de rémission, ou en tout cas de traitement qui leur conviendrait. Avec d'autres auteurs, mais nous également, on s'est dit bah, c'était un sujet, un défi sociétal que devait relever le marketing social. Je tiens à préciser qu'évidemment, il faudrait travailler dans l'idéal toute une démarche de marketing social. D'ailleurs, Marie-Laure, je crois qu'il y a bientôt une formation complète hein, avec l'IMS. Nous, avec Marie-Laure, on s'est spécialisé dans la partie du marketing social qu'on maîtrise le mieux, la partie communication. Et donc, on a travaillé des messages de communication sociale voilà, qui pourraient hein, et qui devraient s'intégrer dans une plus grande démarche complète hein, de marketing. La déstigmatisation, c'est compliqué parce qu'évidemment, le risque de donner les faux messages à un moment et d'essayer de supplanter ces faux messages, c'est d'avoir un effet boomerang et d'avoir exactement l'inverse. Hein. On le sait sur les fake news, etc. Quand on parle même des fake news, parfois, on peut avoir des personnes qui, du coup, vont y croire. Lewandowski et Hall, en 2020, ont proposé une structure type en 3 temps qu'ils appellent Truth Sandwich, hein, donc le sandwich de la vérité, où l'idée c'est d'encercler, hein, donc comme un sandwich avec le pain, la garniture et le pain, d'encercler le mythe. Donc avec une structure, on va commencer par donner la vérité, hein, des informations vérifiées, vraies, le mythe, et puis reboucler avec la vérité. Donc, selon Lewandowski et pas mal de chercheurs derrière eux qui ont testé cette structure permettrait d'être plus efficace pour déstigmatiser. Cependant, elle ne fait pas l'unanimité et on a d'autres auteurs qui, à l'inverse, ont montré que cette structure n'était pas forcément efficace et que le processus restait difficile à comprendre et à établir. Et ben non, nous, on s'est dit, bah, testons-le dans notre communication. Validons, est-ce que cette structure de True Sandwich est efficace pour déstigmatiser? Vous avez tout à fait le droit de m'arrêter à un moment ou à un autre, hein, sans attendre la fin de la présentation, si quelque chose n'est vraiment pas clair ou autre. Cette structure, comment pourrait-elle fonctionner? On se dit avec Marie-Laure qu'elle pourrait permettre une meilleure acquisition de connaissances, débarrasser des stéréotypes inexacts sur le sujet. Or, des auteurs ont montré que si on avait une meilleure acquisition, une meilleure connaissance d'un sujet, on avait une attitude plus tolérante, et notamment pour la maladie, la schizophrénie et les personnes touchées par cette maladie, eh bien, c'était susceptible d'être corrélé et de mener même à une attitude plus tolérante. Euh, Évidemment, selon plusieurs schémas que nous connaissons sur comment se construit un comportement, une attitude plus tolérante pourrait permettre une meilleure intention comportementale. Et ce que l'on aimerait évidemment à la fin, c'est un comportement également envers les personnes stigmatisées hein, qui soit meilleur. Voilà, donc améliorer les intentions, améliorer les comportements. Cependant, on observe des résultats opposés concernant l'effet des corrections. Et donc, là aussi, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on teste le rôle médiateur de l'acquisition des connaissances comme possible, donc, variable qui peut expliquer comment arriver à déstigmatiser avec la structure, améliore l'acquisition de connaissances et permet réellement une meilleure attitude et intention.
En parallèle de ça, il y a un sujet assez prédominant en ce moment sur tous les messages dans les communications de santé, mais pas que, hein, mais notamment, c'est la source de la communication et c'est un déterminant majeur de l'efficacité dans la déstigmatisation. Jusque-là, hein, souvent on disait que si l'émetteur était crédible, il allait compenser un manque de motivation et d'expertise du récepteur, et donc il était important de mettre une source crédible. Cependant, aujourd'hui, on voit arriver l'efficacité hein, de messages transmis par des influenceurs, des blogueurs, qui, sans potentiellement avoir la crédibilité nécessaire, sont en tout cas écoutés hein, et dont la voix porte. Et donc, nous sommes demandés si une source experte d'un médecin, médecin psychiatre dans notre cas, par rapport à une source non experte, une influenceuse spécialisée dans le bien-être et la santé mentale, euh, quelle source pouvait être la plus efficace? Et notre hypothèse, hein, c'est que l'influenceur pourrait être une source finalement plus efficace pour déstigmatiser et convaincre que l'expert médecin. Donc, vous l'aurez compris, hein, l'objectif était d'améliorer la communication de déstigmatisation de la schizophrénie en travaillant la structure type, en travaillant la source et en regardant le mécanisme sous-jacent d'acquisition des connaissances. Notre terrain, c'est donc la schizophrénie et notre cible, c'est les jeunes puisque cette maladie se déclenche notamment à l'adolescence et puis autour d'une vingtaine d'années. Normalement, le modèle, vous l'avez à peu près compris aussi avec ce que je vous ai dit jusque-là, la structure et la source en variable indépendante, l'acquisition de connaissances en médiation et l'acceptation des personnes atteintes de schizophrénie comme notre variable hein, sur l'intention comportementale. Donc, nos hypothèses, c'est que la structure type du message, le truth sandwich, sera plus efficace qu'une autre structure où on a commencé en fait par le stéréotype et puis ensuite on a mis tous les arguments. Donc, autant d'arguments évidemment hein, pour avoir quelque chose de voilà d'égal entre les différentes conditions. Mais voilà, on pense que la structure sandwich sera plus efficace qu'une autre structure. La source du message, on fait l'hypothèse que l'influenceur pourrait être plus efficace que l'expert. Et l'acquisition des connaissances médiatisera hein, cette efficacité hein, de structure et de source sur l'acceptation des personnes atteintes de schizophrénie. Notre approche est expérimentale. On a en fait 8 conditions puisque on a opposé donc on a chaque fois les 2 structures et les 2 sources donc ça nous fait 4 conditions mais on a créé des podcasts avec l'aide de comédiens hein, professionnels qui nous ont fait un super travail et c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'arrive pas à vous faire vous transmettre le son là par le Zoom aujourd'hui, mais qui nous ont fait un podcast qui est vraiment voilà, de bonne qualité avec la petite musique d'introduction, enfin d'ouverture. Elle se présente. Et donc, dans un cas, elle se présente comme influenceuse, dans l'autre cas, comme médecin psychiatre. Donc, la structure de l'interview, en fait, puisqu'on est sur un mode narratif, puisqu'on a montré dans une autre étude que ça fonctionnait mieux qu'une forme scientifique. La structure, donc, soit est la structure sandwich, soit la structure sans. Mais on a fait 8 podcasts parce que le répondant est soit un homme, soit une femme, parce qu'on sait que la similarité perçue peut être un peu importante quand même dans ces communications. Et donc, ça nous semblait important. On a un prénom neutre, un Sacha, mais il y a de moins possible de référence au genre de la personne. Mais en fonction du fait qu'elle nous disait qu'elle était homme ou femme, eh bien, on l'a envoyé sur un podcast, un des 4 podcasts aléatoirement ou un des 4 autres. Voilà, Alors, soit homme pour les répondants hommes, soit femme pour les répondantes. Oui, Marie-Laure? Marie-Claire, oui, j'en profite pour demander une aide technique à un des participants. Si vous savez comment paramétrer la transmission audio, bah dites-le nous, comme ça on pourra écouter le podcast. Mais on a fait des tentatives qui ont échoué tout à l'heure avec Marie-Claire. Exactement. Maintenant, je vous invite et je vous ferai suivre, si vous voulez, enfin non, je vous ferai suivre un des stimulus pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, l'écouter. C'est extrêmement, c'est instructif et puis on comprend très bien du coup le dispositif expérimental mis en œuvre. Oui, Alors, je après, peux peut-être répondre à cette question, mais oui, ce que je propose, c'est que Marie-Claire, elle continue sa présentation ok, et qu'on fasse le test au moment des questions pour ça Très bien. pas marche, casser. avec plaisir. C'est au moment du partage, il faut cocher audio Hmm. aussi.
Ok, ça marche. Bon, je retenterai tout Je à l'heure avec confirme. plaisir. Merci beaucoup. Pourrais aussi vous les montrer. Je les ai en fait sous forme textuelle hein, pour les envoyer aux comédiens. Donc, si vous voulez, que vous voyez bien la structure, je pourrais aussi vous les montrer sous cette forme-là si vous le souhaitez. Donc, juste la personne se présente au départ de l'interview. Hein, elle fait un podcast. Donc, soit c'est un psychiatre qui fait un podcast, soit c'est une influenceuse qui précise qu'elle est suivie par 32 000 followers. Voilà, pour montrer qu'elle est micro ou voire une vraie influenceuse. Mais en tout cas, voilà, que c'est une influenceuse qui a commencé à percer sur les réseaux sociaux. L'étude a été réalisée par Qualtrics en milieu 2023. On a 223 réponses complètes. Les répondants bien entre 18 et 25 ans, c'est ce qu'on voulait. Ils sont étudiants en France. 49% sont des femmes. Vous avez la répartition par cellule. Les manipulations expérimentales ont été contrôlées. On n'a pas de différence significative de vulnérabilité ou de familiarité des répondants à la schizophrénie entre les groupes. Par contre, on a un effet du genre. Mais bon, comme on a des groupes homogènes en genre, tout va bien. Mais il est à noter que les femmes se sentent plus vulnérables et se déclarent avoir été plus en contact avec des personnes touchées que les hommes. C'est un effet du genre qu'on retrouve dans d'autres études qu'on a pu faire sur le sujet. On a utilisé la macro Process IS pour tester les effets médiateurs et la démarche de Zhao, Lynch et Shen. Alors, on n'a pas d'effet direct de la structure sur notre variable médiatrice, contrairement à ce qu'on pensait. On n'a pas un effet direct de la structure sandwich. Par contre, on a un effet d'interaction entre la structure et la source. Donc, en fait, la condition structure true sandwich et la source influenceuse améliore l'acquisition de connaissances. D'accord? Donc, c'est cette condition-là hein, qui permet une meilleure acquisition de connaissances par rapport aux trois autres. Et l'acquisition de connaissances a bien un rôle médiateur sur notre variable finale. Donc, cette condition a réussi à mieux déstigmatiser la schizophrénie et les schizophrènes par une amélioration de l'acquisition des connaissances. En termes de discussion, donc, on en conclut que ce message, source influenceur non experte, mais influenceuse avec des followers et la structure type de déstigmatisation est plus efficace, hein, donc supériorité persuasive. L'acquisition des connaissances est bien un médiateur intéressant. La source non experte n'est pas perçue cependant comme plus crédible, mais elle agit sur l'acquisition des connaissances. Donc ça, c'est une hypothèse secondaire que nous n'avions pas du tout faite. On pensait qu'elle serait quand même perçue comme plus crédible et que la crédibilité continuait de jouer. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on se dit que c'est autre chose que la crédibilité qui joue et on ne l'a pas testée. Peut-être que c'est parce qu'elle est socialement plus connectée avec le récepteur. C'est ce qu'on voit dans certains papiers. Donc, il faudrait qu'on le reteste, ça, pour vérifier notre hypothèse. Cette recommandation peut être évidemment utile pour les décideurs publics et les associations. Donc, Positive Minders a les résultats de nos recherches pour permettre la déstigmatisation, l'acceptation et favoriser un diagnostic précoce, ce qui implique une prise en charge plus précoce, gage d'un meilleur pronostic, comme je vous disais en introduction. En limite et voies de recherche, alors j'en ai ajouté suite à la journée à Paris. Donc, trouver une source réelle serait intéressant par rapport à un influenceur fictif. Ajouter une modalité, on n'a pas testé finalement l'influenceur expert, donc le psychiatre ou le médecin qui aurait l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, qui serait suivi. On n'a pas ajouté cette modalité-là en source. Est-ce qu'elle serait encore plus efficace à voir? Il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui maintenant, mais qui avait dit, comme dans les commentaires, c'est très intéressant, peut-être que l'expert psychiatre faisait un peu peur ou déclenchait des réactions de résistance et que mettre un expert généraliste, par exemple, permettrait d'accroître c'est pas la crédibilité, parce que la crédibilité, on l'a, mais en tout cas, la proximité sociale potentiellement. Peut-être aussi dans les sources, plutôt qu'avoir un médecin expert, on pourrait avoir un patient expert. Il y en a un notamment touché par la schizophrénie qui est très visible sur les réseaux sociaux et qui communique beaucoup, qui fait des chansons maintenant, etc. et qui donne son expérience. Voilà. Donc on pourrait peut-être aussi tester ça. Repérer et tester une variable médiatrice qui explique l'efficacité de la source non experte. Donc, on parlait de cette proximité sociale. Et puis, évidemment, on pourrait répliquer en élargissant à d'autres maladies mentales, voire d'autres handicaps pour une meilleure acceptation sociétale. Il est vrai que les sujets
autour de la déstigmatisation ne manque pas, hein. Et donc, évidemment, on pourrait répliquer dans plein d'autres contextes. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé et j'attends avec impatience vos questions. Ah oui, et je tente d'arrêter le partage et de recommencer en cliquant. Partager, dispositions et options. Moi, j'ai pas. Partager l'audio. Ah, tu l'as? Ah. Ouais. Voilà. Ah, je tente ça. Oui! C'est assez fort. Bonjour, je suis Gwen Parella, influenceuse bien-être et santé. J'ai à ce jour 32 000 followers sur les réseaux sociaux et je vous propose ce podcast sur la santé mentale. Mon objectif, c'est de faire connaître les différentes maladies mentales et les solutions qui existent pour en sortir ou vivre avec. Aujourd'hui, nous avons la chance de recueillir le témoignage de Sacha. Sacha est une jeune femme qui vit en France, étudiante en droit, elle a 20 ans. Sacha vit un quotidien difficile depuis 3 ans maintenant. Cette année, elle a reçu un diagnostic de son médecin psychiatre et elle est là avec nous pour partager son vécu. Bonjour Sacha. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous êtes une jeune femme étudiante, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Je vous remercie de me recevoir. Je suis très contente de participer à ce podcast, même si c'est difficile pour moi de parler de mon histoire. Alors, racontez-nous. En 2019, j'ai été extrêmement paranoïaque. J'avais l'impression que toutes les personnes que je croisais étaient des violeurs ou des tueurs potentiels, même les plus inoffensives. À chaque fois que je voyais une voiture, j'avais l'impression que quelqu'un allait essayer de me kidnapper. Je me sentais constamment effrayée et menacée, c'était très difficile. Donc j'ai commencé à m'isoler, à m'enfermer à la maison. Et petit à petit, je me suis éloignée de mon entourage, même de mes amis d'enfance, Camille et Kim. J'ai commencé aussi à entendre une voix, Charlie. Je chuchotais mes pensées de plus en plus souvent. Charlie était très rassurant. J'écoutais aussi Marc, qui lui, au contraire, était très terrifiant. Il m'insultait constamment. Au-delà de ces difficultés, j'avais du mal à sortir de mon lit le matin, à me mettre en mouvement. Souvent, je restais des heures seule dans ma chambre, allongée à ne rien faire. Parfois, je me passais ma journée à parler avec Charlie toute seule dans ma chambre. Ma famille est devenue très inquiète. Ils m'ont amené voir un psychiatre et plus tard, un diagnostic de schizophrénie a été posé. Comment vous avez vécu ce diagnostic ? Au départ, je l'ai très mal vécu. Je pouvais pas croire que j'étais folle. J'avais peur de devenir dangereuse pour moi et ma famille. Ma première réaction était de refuser ce diagnostic. Comme moi, au début, mes proches aussi avaient plusieurs préjugés sur la schizophrénie. Par exemple, ils associaient la schizophrénie au dédoublement de personnalité, un peu comme les fameux Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils avaient peur que j'ai des crises de violence incontrôlées envers les autres, peut-être même des envies de meurtre. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors heureusement, on a rencontré une équipe soignante. Ils nous ont expliqué ce que c'est que la schizophrénie. Par exemple, ils nous ont dit que c'est une maladie psychiatrique qui touche une personne sur 100. En fait, on en a probablement tous autour de nous sans le savoir. Mes trous de mémoire, mes problèmes d'attention, mes idées noires ou bizarres, les voix que j'entends, mon isolement progressif ou même encore mes difficultés à faire des choses et à prendre des décisions, ce sont bien des symptômes caractéristiques de la schizophrénie. Donc, ils vous ont bien expliqué que la schizophrénie n'a rien à voir avec un dédoublement de personnalité, des crises de violence incontrôlées envers les autres ou des envies de meurtre. Oui, tout à fait. Au contraire, ce sont des personnes comme tout le monde qui présentent des difficultés et sont souvent en grande souffrance. Qu'est-ce que vous dites à vos amis quand vous parlez de cette maladie ? Je leur dis qu'il existe en effet plusieurs clichés sur la schizophrénie. Ça concerne que des cas extrêmement rares, mais largement médiatisés par des films et des séries célèbres. Les gens confondent souvent la schizophrénie avec d'autres maladies mentales, comme les troubles dissociatifs de l'identité. Donc je leur explique que c'est pas du tout le cas. Je leur dis également que le rétablissement est possible. Aujourd'hui, malgré mes difficultés, j'ai une vie normale. Je vais à la fac, j'ai des amis. Quelles difficultés vous rencontrez encore et qu'est-ce que vous faites pour les surmonter ? Vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien ? Le matin, j'ai du mal à me lever, à me mettre en mouvement. Je me dis que c'est vrai pour beaucoup de jeunes de mon âge, mais c'est souvent handicapant. Aujourd'hui, avec l'aide de mes proches et grâce à des stratégies que j'ai apprises, j'arrive à me lever plus facilement pour aller en cours. Et des fois, j'ai du mal à me concentrer aussi. Par exemple, quand j'écoute la radio et que j'arrive pas à me concentrer sur ce qui est dit, c'est pareil à la fac. J'ai encore des fois des hallucinations auditives. Grâce à un suivi spécialisé, par contre, j'ai appris à mieux les gérer.
Donc j'arrive mieux à me concentrer malgré leur présence. Avant, elles étaient très menaçantes. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, malgré certaines difficultés, vous vivez une vie normale. Que pouvez-vous nous dire à propos des traitements existants? D'abord, c'est important d'en parler avec son médecin et chercher du soin qualifié. Il y a des traitements médicamenteux qui peuvent nous aider à mieux gérer les pensées bizarres, les hallucinations et l'angoisse. Il y a aussi des traitements psychothérapeutiques pour apprendre à mieux réagir aux difficultés cognitives et au manque de motivation. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être suivie dans un service pro-rétablissement. C'est un message important à passer, effectivement. Vous nous dites que le rétablissement est possible et qu'il existe des options de traitement pour les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de schizophrénie. Oui, oui, tout à fait. Vous avez un autre message qui vous semble important à transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Oui, si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, parlez-en à votre médecin ou à une personne qualifiée ou à un proche. Merci beaucoup Sacha pour votre témoignage. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau podcast. Je n'arrive pas à retrouver ma souris, mais j'espère que vous aurez entendu qu'on était bien dans la structure sandwich dans ce message. C'est-à-dire qu'au départ, la jeune femme donne la vérité de son quotidien. Ensuite, elle enchaîne sur les stéréotypes. Elle avait peur d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. Et donc là, tous les clichés sont emprisonnés d'entre la vérité du départ et la vérité à la fin qui est poursuivie, en fait. Voilà. Et après, on a choisi effectivement le podcast qui nous permettait cette forme narrative, d'accord, voilà, outre qu'elle est plutôt assez bien acceptée par les jeunes. Je vais arrêter le partage, si j'y arrive. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claire. Je crois que c'était très bien de pouvoir écouter ce stimulus qui voilà, permet de bien comprendre un peu ce qui s'est passé. Dans le stimulus non sandwich, la structure, c'est quoi? C'est Donc elle but commence par le Ouais. faux, puis après que du vrai. Donc en fait, D'accord. elle commence par expliquer qu'elle a eu très peur, qu'elle pensait voilà, qu'elle pouvait être dangereuse envers les autres, qu'elle pouvait avoir envie de meurtre. Donc on a repris les mêmes phrases, etc. Tout a été bien réfléchi. Et après, voilà, et elle va raconter son quotidien seulement et sa prise en charge. Donc, D'accord. Très voilà, bien. c'est vraiment, ça ne change pas au niveau des phrases, c'est vraiment juste l'ordre de présentation des éléments. D'accord. Alors, juste un petit commentaire qui fait écho à des recherches que moi j'ai pu mener il y a plus longtemps, mais sur la résistance à la persuasion au message antitabagique. J'avais fait référence à une recherche qui montrait que les injonctions des sources expertes créaient de la réactance. Ben oui, oui. Donc les sources expertes là dont il s'agissait, c'était souvent des organisations, de l'OMS, des organisations de ce type-là. Voilà, c'est quand même quelque chose qui a été effectivement déjà repéré, identifié, que la source experte, elle est crédible, mais elle, par le côté injonction normative, enfin injonction comportementale, elle crée de la réactance et donc de la résistance. Et ça semble être aussi le cas dans votre Ouais, recherche. alors, il n'y avait pas d'injonction, parce que la réactance, c'est un sujet que j'aime beaucoup, un concept que j'aime bien manipuler. Là, il n'y avait pas d'injonction quand même dans le message, mais effectivement, peut-être que ce rôle de la source experte aujourd'hui, voilà, génère potentiellement de la résistance, même juste en tant qu'intervieweur. Voilà. Après, il y a une autre piste aussi qui est, si on reprend un peu les trois éléments de la rhétorique qui sont le pathos, le logos et l'éthos, voilà, on a le logos, on a l'éthos de l'expert, mais on n'a généralement pas le pathos, justement. On a le côté affectif et émotionnel et la proximité émotionnelle qui sont peut-être moins
forte que un influenceur. Ce qu'on voit aussi quand on étudie la force de persuasion du bouche à oreille, où on sait que quelqu'un de proche a un impact persuasif beaucoup plus fort qu'une source plus éloignée. Donc il y a peut-être le côté voilà Ouais. confiance émotionnelle. Ah, Ouais, alors que même que ce n'est pas quelqu'un qui suive, hein, c'est pas un influenceur qu'ils connaissent et qu'ils mhm. suivent, hein, c'est Ouais. un influenceur complètement fictif. Mais comme il est catalogué influenceur, peut-être qu'il arrive, il génère quand même, il permet ça, tout de même. Ouais. Merci beaucoup. Patricia? Ah, le On son. t'entend pas. Excusez-moi. Ça vient un peu en lien avec ta question, c'est que je me disais que aujourd'hui on parle beaucoup du rôle de l'influence des normes sociales pour les changements de comportement, et je me demandais s'il n'y avait pas un lien à faire avec ce modèle d'influenceur qui a probablement beaucoup plus de connexions et dont on va supposer qu'on partage un peu les normes sociales C'est vrai. plutôt qu'un expert. Donc, je ne sais pas trop sur de quelle manière tu peux tester ça, mais je pense que les normes sociales jouent beaucoup, notamment tout ce qui avait été fait autour du binge drinking des étudiants. Par exemple, le fait que les étudiants, quand on les interrogeait, ils avaient toujours l'impression que les autres buvaient plus qu'en fait ils ne boivent, et donc ils se sentaient obligés de boire plus. En fait, tu vois, Ouais. il y a des choses comme ça qui influencent après les comportements. Et si on a l'impression que tout le monde pense que être schizo, ben, c'est une insulte, on va pas avoir un... Je me souviens qu'il y a très longtemps, heureusement, mais gogol, c'était une insulte, quoi. Heureusement, on a un petit peu évolué, encore que je ne sais pas. Ouais. Merci beaucoup, ouais. Ouais, complètement. Ok, j'ai noté. Euh, moi, merci Marie-Claire. Voilà, Avec plaisir. j'avais fermé ma caméra parce que je déjeunais en même temps que je t'écoutais. Voilà. Super intéressant. Évidemment, ça fait écho à tout ce qu'on fait au niveau des influenceurs. Moi, j'avais une question. Vous disiez aux gens que c'était une influenceuse, un influenceur? Alors voilà, en fait, on disait rien, mais dans le podcast, elle se présente soit comme un médecin psychiatre qui fait un podcast, donc il n'y a aucune influence, soit une influenceuse qui a 32 000 followers. D'accord. Voilà, Et c'était donc, vraiment la seule différence. C'était le même nom, prénom, etc. Tout était pareil. d'accord. Et donc, en fait, je pense que le fait, effectivement, de se présenter comme influenceuse, même si on n'est pas là, un podcast, on ne peut pas dire que c'est un influenceur, même si on voit bien que les influenceurs, maintenant, ils utilisent beaucoup d'autres supports que le réseau social. Mais évidemment, voilà, par rapport à ce que nous, on trouve dans nos travaux sur les influenceurs, on voit que ça véhicule un imaginaire avec derrière de la proximité sociale, de l'authenticité, du C'est vrai. relationnel, ce que disait très justement Patricia, des normes. Voilà, en fait, on est quand même très souvent, il y a une proximité aussi en termes d'âge, etc. Et surtout, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, en fait, nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que les experts, les professionnels de santé, ils sont complètement décalés par rapport au code des réseaux sociaux avec la blouse blanche, un narratif complètement expert, alors que vous avez utilisé les mêmes, Oui. le même discours. Mais je pense Donc que ça aurait été pire avec des vrais. et oui, mais en fait, nous, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi manipuler ça. C'est pas simple. Mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a tout cette représentation de l'influenceur qui forcément, à un moment ou à un autre, voilà. Et je me dis, si elle s'était pas présentée comme, enfin, il ou elle influenceur, si c'était juste un podcasteur, est-ce que ça aurait été différent? Voilà, parce que le mot influenceur, maintenant, Ouais. il véhicule quand même des représentations sociales très fortes.
Oui, oui, sûrement. Dans une première étude qu'on avait faite, mais sur peu de répondants, donc on ne sait pas trop ce que ça vaut, elle se présentait juste comme influenceuse, mais sans parler de son nombre de followers, etc. Donc il la connaissait pas non plus et il n'y avait rien pour se raccrocher. Et là, on avait zéro résultat. Mm. Donc effectivement, un simple podcasteur, j'imagine non plus que ça aurait pas donné grand-chose. Ouais. Ou du moins, il n'y aurait peut-être pas eu cette discrimination entre Ouais. les résultats. Les Voilà. différentes sources, ouais, ouais, complètement. Et c'est hyper intéressant. Voilà, nous, on aimerait bien aussi travailler là-dessus, mais là, avec du visuel, ce qui est Eh encore pire, oui, qu'il eh faut oui. contrôler. Voilà, et Ouais, ça, complètement. mais Et c'est intéressant, mais je trouve que ça fait un peu peur de savoir que la source experte quand même n'est plus écoutée. Et finalement, c'est les influenceurs qui vont souvent véhiculer de fausses informations. Donc là, on essaye de travailler avec leurs moyens pour rétablir les vérités, mais je trouve que voilà, c'est compliqué pour nous, bah, en tant que scientifiques, on le sait, hein, je trouve, savoir que notre parole n'est plus entendue et potentiellement, oui, oui, plus écoutée, quoi. Oui, mais bon, voilà, c'est vraiment aussi tout les codes qui sont pas du tout les professionnels de santé. Alors maintenant, il y a des jeunes, nous, là, avec le CHU de Rouen, ils sont en train de faire un module de comment prendre la parole sur les réseaux sociaux pour parler santé. Ben oui, Mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant, mais à la base, là, ils se sont laissés un peu distancer mm, parce que, et en fait, le gros souci des experts, c'est qu'ils ont une démarche clinique. mm, Et donc, ouais, en fait, ils partent de la maladie pour aller vers l'humain, alors que bah, les influenceurs, eux, ils parlent d'eux ouais, comme exemple. mm, Et mm, donc, ça parle. Voilà, ça, mm, je pense que. Enfin, moi, je vois plein de. Je comprends bien pourquoi est-ce un non-expert peut influencer, parce que derrière, il y a voilà, un ami qui parle santé, ben, en fait, et qui on a l'écoute. vécu. On l'écoute parce qu'il y a un vrai témoignage derrière. Donc, mais par contre, là, là, ce qui est surprenant, c'est que l'influenceuse, en principe, elle parle de soi, alors que là, en fait, c'est pour ça, moi, je pense que le terme influenceur biaise un À peu jouer. les Mm, résultats. Voilà, voilà, je pense il faudrait presque contrôler entre podcasteurs, parce que mm. un influenceur, c'est quelqu'un d'abord qui parle de lui. Oui, Voilà. c'est pour ça qu'à mettre un patient expert, ce serait intéressant aussi, quelqu'un qui Ouais, raconterait ce qu'il a ouais, vécu ouais. lui. Oui, Ouais, et un patient expert, oui. voilà, qui aurait éventuellement Mm. un compte sur un réseau Ouais, voilà. exactement. Et Mm. parce que, enfin, voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est terrible hein, que les professionnels de santé. Alors après, je pense que c'est juste en termes de message. Après, quand il s'agit de poser un diagnostic, Mm. enfin, nous, on a fait une étude, on voit quand même bien que là, le professionnel de santé, il redevient plus crédible. Mais Ouais, juste ouais, ouais. sur le volet Mm. écoute, voilà, et puis, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, la Bon, méthodologie est top. Voilà. oui, et puis ça veut dire que quand même, on voit tout le rôle et l'intérêt du marketing social, puisque Mm. justement, nous, on va pouvoir faire passer les messages et persuader là où le médecin pourra peut-être pas, Ouais. voilà, en premier lieu, quoi. Mm. Mm. Il y a plein de mains levées. Je crois que c'est Marie-Christine d'abord, non? Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Du coup, la discussion là, celle-ci me faisait penser à la littérature sur la similarité Ouais. entre un modèle utilisant une publicité et la cible. Mm. Peut-être que le rôle de l'influenceur peut s'expliquer par cette similarité, parce que, ils sont proches, effectivement, parfois Mm. des jeunes. En tout cas, il y a une proximité perçue. Moi, j'avais une question, sinon, c'est dans le prolongement de ce que disait Pascal, sur le choix du podcast. Est-ce que cette structure de message pourrait s'appliquer à d'autres formes de communication? Alors, je pense que oui, mais est-ce qu'il y a des raisons de penser que le podcast est plus efficace dans ce cas-là, ou bien est-ce qu'on peut l'appliquer à des formes de communication visuelle? Alors oui, complètement, hein, mais c'est effectivement plutôt pour des raisons pratiques que c'était bien plus facile de faire un podcast, et notamment on pouvait bien mieux euh, euh,
être sûr qu'on n'avait pas d'autres biais, en fait, hein. On pouvait maîtriser voilà, le format, alors que dès qu'on est sur une vidéo, il y avait plein de choses qui allaient rentrer en jeu, et même pour la similarité perçue. Alors, on l'a fait pas avec l'influenceur, mais avec la personne touchée par la maladie. Mais du coup, c'était bien plus simple comme ça. D'accord, elle a une voix, mais hormis ça, voilà, on pouvait mieux cadrer hein, ce qui se passait. Les étudiants nous avaient dit que par contre, ils voulaient pas ça sous forme d'un texte à lire. Il fallait qu'il y ait à minima un podcast qu'on Bien puisse sûr. écouter, parce que sinon, ça leur ressemblait pas du tout comme format. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Bravo. Merci beaucoup. Je sais pas qui c'est. Moi, je veux bien donner mon tour à Ayoub qui s'est déjà exprimé. Par contre, j'avais juste une remarque à te faire, donc avant qu'on se quitte, je le dirai. Mais là, Ok, laissons la parole à Ayoub. ça marche. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc, vraiment, c'est très intéressant. C'est un domaine qui m'intéresse. Alors, moi, je Merci. travaille à la fois dans le marketing social et en même temps, j'essaie d'approcher ces concepts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ok. Donc, je travaille actuellement sur un papier sur la stigmatisation de l'entrepreneur. Et on travaille sur deux cibles, à la fois les schizophrènes et en même temps, on a les gens qui ont des maladies invisibles, telles que tout ce qui est fibromyalgia. D'accord, c'est des sortes de douleurs inexpliquées, etc. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir aussi après le support et parfois la longueur, parce que nous, on a essayé de tester, on a trouvé que la longueur du support peut parfois affecter. Ça dépend de la cible. Par exemple, lorsqu'on a travaillé avec, pour l'intention entrepreneuriale avec des jeunes étudiants, on a trouvé que ils se lâchent un peu et ça Oui. peut avoir un impact. Une aussi variable très intéressante que je suis en train de découvrir, c'est bon, déjà, je suis un peu surpris de voir que l'influence des experts, elle n'est pas aujourd'hui très importante. Je l'ai senti même dans un papier avec une doctorante dans le domaine du marketing de l'enfant, sur la perception de l'hygiène dentaire et tout. Et on a vu que l'image du médecin avec les enfants, ça n'a rien donné. D'accord? Par contre, maintenant, avec les influenceurs, ce qui est important aussi, c'est de souligner, c'est que on a trouvé un petit gap lorsqu'il s'agit d'un influenceur inconnu, d'accord, ou un influenceur connu, mais aussi une découverte aujourd'hui, c'est les avatars. Bizarrement, c'est une population jeune, on a senti qu'il y a un certain, je sais pas, rapprochement. Peut-être qu'ils ont l'habitude. Bon, moi, vu mon âge, peut-être je le sens pas, d'accord, mais je l'ai même vérifié avec mes enfants. On a trouvé que cette image de cet avatar, d'accord, qui est parfois un peu bizarre, normalement, qui n'a rien à voir avec le contexte, ça peut avoir une influence. Peut-être parce qu'ils ont l'habitude de voir ça, d'accord, et que pour une population jeune, ça a donné vraiment un effet, même pour une population d'étudiants, hein, d'accord, je parle d'une population de Ok. 20, d'accord. Donc ça, c'est, alors que franchement, lorsque j'ai fait par exemple le même test, y compris avec même des membres pour tester un peu de ma famille, y compris par exemple avec ma femme, etc. Mais alors là, ils ont trouvé ça stupide, ridicule, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire cet avatar qui vient, c'est-à-dire de me parler de schizophrénie, c'est-à-dire ils ont vraiment eu beaucoup de réticence. Pour les jeunes, non. Donc peut-être c'est intéressant de voir cet impact. Ah, merci beaucoup pour la longueur, tout à fait, hein. Je pense que notre podcast, il est long. Là, on avait Panel Labs, hein, donc les gens, ils viennent voilà, répondre à ces enquêtes, donc ils acceptent de prendre le temps. Mais effectivement, sinon, je pense qu'il est un peu trop long, même si on sait que les podcasts, c'est un peu long. Mais je suis sûre que ça peut effectivement jouer. Pour l'avatar, c'est fou parce qu'alors là, tout saute sur la proximité sociale, sur le côté humain. Donc, bah, il va falloir que vous trouviez la médiatrice qui fonctionne, quoi, qui explique. Ouais, effectivement, ils ont peut-être l'habitude, mais c'est vrai que ça paraît vraiment étonnant, hein, ouais, ce résultat. Ouais. Merci beaucoup. Oui, je sais, je peux essayer de partager mon écran, mais celles qui me connaissent savent que c'est pas là où je suis le plus douée. Je pensais, j'aurais bien aimé te faire réagir sur la communication contre la grossophobie enfin, de l'année dernière. Alors, je peux essayer, hein. Marie-Laure, j'ai la main si j'essaye de partager un écran. Oui, maintenant tu l'as, là. Tout le monde peut Alors, attends, partager normalement. voilà. Peut-être, qui sait? Oui, Mais oui, Oui, ça yes! arrive. oui, ça y est. Ouais. Ça, c'est la campagne qu'il y a eu ben, l'année dernière. Et
je la trouve quand même assez. Enfin, au vu de tes résultats, tu vois, je suis pas sûre que ce soit ça qui va le plus marcher. Donc, ce qui me gêne le plus, c'est le poids de vos mots, ce sont les insultes. Enfin, c'est exactement ce que c'est un essai de déstigmatisation. Mm. Mais je me pose des questions quant au fait que les gens déjà le regardent Mm. et qu'ils en fassent quelque chose. Et il y en avait d'autres qui étaient encore plus dérangeantes, parce que là, ça va. C'est celle de Euh, Lily, c'est le celle du laboratoire Lily, non? Auquel tu fais référence. où on voit un L'obésité, gros, c'est une maladie? C'est un truc de euh, malade. Non, l'obésité, c'est un truc de Ouais. malade peut-être. Waouh. qui a Et il y avait été, aussi qui est celle, encore, je crois, affiché Ah à ouais. certains endroits, qui me fait D'accord. et, bondir à Ouais. chaque fois. est-ce Ouais. que c'est celle où le visuel, c'est une chemise dont le bouton a éclaté sur le nombril? Oh là là. Parce que alors là, Ouais. même quelqu'un comme moi qui essaie quand même de ne pas Ouais. Ouais. stigmatiser, quand tu vois 4 par 3 ce Mm. ventre énorme Mm. avec le bouton qui a Qui explosé et explose. qu'on Hein. et qu'on te dit Mm. bah ouais, vous n'êtes pas gentil avec moi, je suis Mm. malade. Mm. Euh, voilà, enfin, je Non, c'est voulais pas te... celle-là, parce que là, je viens de la rechercher. L'obésité, c'est un truc de malade. C'est uniquement sur fond blanc et marqué Mm. en gros, en majuscule. Donc, c'est pas, c'en est une autre. Mm. Ouais, bah, tu sais, j'étais allée à la journée sur l'obésité, donc je les avais toutes vues. Mais enfin, On a voilà, encore un peu de boulot, quoi. ouais, c'est ça. Je me dis qu'il y a encore du boulot. Et par Mm. ailleurs, tu sais, Marie-Claire, tu sais que c'est l'année. De la santé mentale, ouais. Ouais, Mm. vous Mm. avez pu placer un peu ce que vous avez fait auprès des instances, auprès de. Je me Je- souviens jamais du nom de cette personne-là. Tu sais, On n'a pas, Angèle, Angèle, Malâtre, non, on n'a pas vraiment essayé, hein. On parce devrait. que c'était Ouais. le moment ou jamais, quoi. Ouais. Alors, nous, on organise en principe voilà, un colloque avec l'INSERM et le CHU Rouen voilà, au mois de novembre. Éventuellement, voilà, ça pourrait être intéressant vis-à-vis des médecins de leur montrer qu'ils ont Mm. du boulot, quoi. Et que s'ils vont pas, enfin, l'idée, c'est pas forcément d'utiliser des supports de communication comme les podcasts, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est de revoir un peu leur com, quoi. Voilà. Mm. Et je suis Mm. d'accord avec Patricia, là, Mm. c'est affreux. Ouais. Et quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes qui prennent la parole, qui racontent leur perte de poids, il y en a une là qui s'est super bien fait. Elle était en taille 56 et elle arrive à la taille 44 et elle montre comment elle a fait, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, c'est l'exemple, c'est moins stigmatisant parce que elle montre qu'elle peut toujours pas rentrer dans son jean taille 38, mais que bah, maintenant elle peut le monter jusqu'au genou et c'est super bien fait, et évidemment par Moi non rapport à... plus, hein, je rentre plus dans mon jean 38. Non, bah non, moi Il y a non plus. longtemps. Moi non plus. Mais Et en ce fait, n'est pas grave. mais, mais, c'est beaucoup moins stigmatisant que ces affiches-là. Voilà. Et, Alors, et- Ouais. j'ai mis dans le chat le Oui, contact merci beaucoup. voilà, ouais. qu'on J'ai avait, noté. avec laquelle on avait échangé, justement. C'est donc Angèle Malâtre-Lansac, qui est déléguée générale pour l'Alliance pour la santé mentale. C'est elle qui porte un petit peu en ce moment bah, justement la cause santé Mm. mentale, qui est grande cause de l'année. Mm. On avait eu l'occasion d'échanger avec elle parce que Hmm. justement, elle s'était Ah, intéressée super. à l'approche du marketing social. Alors après, bon, on n'a pas continué, poursuivi, mais voilà. Ok. Je pense qu'effectivement, là, il y a peut-être. En tout cas, elle serait certainement intéressée. Après, Mm. c'est quelqu'un, elle vient du monde politique, hein, Oui, c'est oui. quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, etc. Mais il me semble que s'il y a une personne, si vous voulez que Mm. votre recherche, justement, puisse avoir une reprise dans les sphères publiques, Ah ça bah, pourrait... Ouais, ouais. ce serait super, Vous hein. l'avez publié, là, Marie-Claire? Non, Encore. non, bah, parce que donc on a ces deux autres petites études, mais à mon avis, on peut s'en servir vraiment qu'en pré-test et encore. Et donc, bah, maintenant, avec une étude, c'est souvent un peu difficile. Donc, on se disait qu'il fallait qu'on en lance une autre, mais voilà, il faut trouver le temps. Vous savez ce que c'est? Ah,
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est génial pour promouvoir le marketing social. Je trouve que surtout, c'est vrai que sur l'année de la santé mentale, à mon avis, il faut essayer de valoriser votre travail, là. Marie-Laure, on avait eu son mail à cette dame dont je me souviens jamais des doctoraux. Absolument, oui, oui. Ouais, Parce ouais. qu'à ce moment-là, on peut peut-être nous la recontacter pour faire le lien. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, ouais, ouais. Enfin, si Ah, oui, oui. Marie-Claire, Mm. ça te, Avec plaisir, oui. ça Bah, t'intéresse, oui, oui, on ouais. peut faire une mise Mm. en relation, bien sûr. On met tout le monde en copie, hein, Marie-Laure, Marie-Claire, les deux Marie-Laure, Marie-Claire. Toutes les Maries, Toutes là. les maris et quelques. Pardon, juste une question. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde au cas où. En fait, par rapport à ce type d'études, parfois, lorsqu'on travaille directement avec, par exemple, une population, par exemple, de schizophrènes ou des gens qui ont des maladies invisibles, etc., il reste un problème parfois côté autorisation, par exemple, côté éthique. Si on veut travailler directement avec la cible, que vous Oui. avez une idée sur, par exemple, comment on peut faire pour travailler directement avec eux sur ces sujets qui sont parfois assez sensibles. Alors, il y a des universités qui ont des comités d'éthique Exactement. auxquels on soumet les protocoles expérimentaux avant de faire la collecte de données et qui disposent, elles, bah, de toutes les chartes déontologiques et puis aussi les réglementations en vigueur quand ça touche aux données de santé. Donc, alors, c'est généralement les universités qui disposent de ce genre de comité éthique. Euh, En tout cas, moi, c'est le cas chez moi. Je sais que c'est pareil à Grenoble, hein, Alors que ça aussi, hein, on C'est en à- a. obligatoire, c'est obligatoire. Mm. Après, la note publique n'était pas des personnes touchées par la maladie, hein. C'était des jeunes étudiants en France, hein, ouais. par contre. Oui. Voilà. Mais effectivement, oui. Oui. Oui, Ayoub, si je comprends bien, tu es enseignant-chercheur à l'ISC. Voilà, c'est ça, oui. Est-ce que vous êtes associé à une fac? Ouais. Ouais. Oui, oui, on est associé à une faculté, donc justement, c'est pour ça, donc, tu peux demander directement. Oui. Ben oui, faut voir, faut te renseigner sur le comité d'éthique. Alors, en général, c'est pas d'une réactivité énorme. Enfin, en tout cas, Mm. celui d'Orsay que j'avais expérimenté, ça prenait un certain temps. Mais ce qui est bien, c'est que après, une fois que tu as fait tout le dossier et que tu as eu l'accord, ben, c'est blindé, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et pas mal de revues le demandent maintenant, d'ailleurs, hein. Mm. Donc, il vaut mieux l'avoir. Ouais. Bon, pas d'autres commentaires, questions? Merci encore, en tout cas, Bravo à toi, Marie-Christine. pour la présentation et merci d'avoir été présent aujourd'hui pour l'écouter.